construire les choses, des valeurs, prend du temps. Alors, si on n'arrive vraiment pas à tenir dans la résilience, avoir ce goût du sacrifice, accepter que aujourd'hui j'ai 1000 francs. Avec ces 1000 francs, je peux me payer ceci. Mais je préfère me priver de cela vu que c'est pas une extrême urgence. Je réinvestis. C'est quelque chose qui est assez difficile pour nous jeunes à comprendre. Construire des choses, des valeurs, prend du temps. Et c'est ce que moi je peux conseiller à d'autres jeunes qui prennent vraiment leur temps. Qui se donnent ce courage-là de prendre du temps, de se dire que je commence aujourd'hui. C'est pas forcément demain que ça va réussir. Salut à tous et bienvenue sur cet épisode du NNP Podcast. Le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Pour cet épisode, on a la chance, le privilège de recevoir un grand entrepreneur dans la ville de Goma. Bien sûr, je vais vous donner l'occasion de lui découvrir. Il s'appelle tout simplement Victoire. Caribou Victoire. Merci Jerry. C'est la première fois dans nos bureaux à NNP. Oui, c'est la première fois. Quelles sont vos impressions? Je suis plus que ravi. Je peux dire que je suis même impressionné parce que je ne m'attendais pas à un plateau de ce genre. Merci. Et je savais que ça serait genre de choses là et puis on met des micros dessus, on enregistre. Mais en tout cas, je vois que c'est un plateau digne de ce nom. Merci beaucoup. Et en passant, je vous encourage et je vous félicite beaucoup. Merci. De valoriser et ça se voit que vous donnez beaucoup trop de l'importance à votre travail, à NNP en tout cas, big up. En tout cas, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est très important de communiquer, de montrer ce que les héros comme vous font à Goma. Bien sûr, Goma est connu sur beaucoup d'histoires et tout ça, mais en même temps, il y a des personnes, malgré que on écoute, on a tué une personne, on a, je sais pas, coupé à la machette une autre. Il y a des gens qui se réveillent pour se dire non, on va changer les choses pour le mieux. Et on s'est dit pourquoi ne pas rendre hommage de la manière la plus digne possible à ces personnes qui ne se découragent pas, que vous êtes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes suffisamment sollicité, vous avez beaucoup de travail, mais vous avez accepté de quand même passer et avoir cette discussion et partager vos expériences avec notre audience, la communauté du NNP Podcast. Caribou Tel. Merci et grand merci aussi pour l'invitation et l'intérêt porté à notre regard. Alors, Victoire, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi cette présentation que tu peux donner sur ta propre personne? Alors, je suis Victoire Bakunzi. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent actuellement déjà Barouvi. J'accepte aussi cela. Justement, c'est moi. Je suis Victoire Bakunzi. Je suis un enfant de Goma. Je suis né et grandi à Goma. J'ai étudié à Goma. Et je suis un entrepreneur qui œuvre dans la mode avec Barouvi Business que j'ai créé, que je dirige, qui produit sur mesure des costumes, des tuniques afro et des chemises. Alors, je suis aussi étudiant actuellement. C'est vrai, sur ces côtés éducation avec moi, il y a un peu une histoire là derrière. Mais je suis à nouveau étudiant depuis l'année passée, après 3 ans de break. Je suis actuellement étudiant à Mount Kenya University. Wow. Et je fais le Bachelor of Business Management. Et toujours dans le cadre de la présentation, c'est vrai, c'est aussi une partie de moi que je n'aime pas souvent exclure. Je suis musicien. Je joue du piano à l'église dans la chorale. En quelque sorte, c'est un peu une idée de ce que je suis. Wow. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, on a invité Victoire parce que tout simplement, on aimerait qu'il nous partage son histoire de succès avec sa marque Barouvi.
C'est une marque gomatracienne qui est en train de prendre de l'ampleur, mais qui fabrique aussi, comme il a dit, des costumes, des tuniques, des chemises de très très grande qualité. Et on va tout simplement parler de comment cela a commencé. Bien sûr, c'est quoi c'est quoi ces débuts humbles de, de l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour te dire, voilà, je commence. Est-ce qu'il y a un problème que tu as vu, que tu as remarqué, qui semblait peut-être ne pas avoir des solutions à la base auxquelles tu voulais contribuer? Alors, j'ai commencé avec Barovi en 2018. Et j'ai d'abord passé 2 premières années entre 2018 et 2020. C'était 2 années où je ne me retrouvais pas encore. C'était des années où j'essayais de frayer un chemin très, très, extrêmement difficilement. Et au début, bon, déjà, j'ai été intéressé par la mode d'un coup comme ça. Je voyais des gens s'habiller, différents styles, certains de costumes, d'autres des tenues comme le vôtre. Mais quand je voyais qu'il y avait quand même des jeunes qui faisaient la couture, qui cousaient des choses, qui produisaient des habillements sur mesure, mais il y avait une très mauvaise réputation derrière ce secteur. Des menteurs, des gens qui ne font pas ce qu'on leur demande, Ah, des les gens qui, couturiers. il y a des gens qui ne respectent jamais les deadlines. Il y a même des Hmm. histoires, on voit souvent des histoires sur les réseaux, quelqu'un qui est en train de se battre avec son couturier, qu'il a déjà fumé, il a froissé jusque-là, il dit regarde ce que je t'ai demandé, regarde ce que je te fais. Voilà, je me marie demain. Hmm. Où est mon habit? Hmm. Et au-delà de cela, on pouvait voir des gens qui avaient quand même envie du sur-mesure, mais comme ils n'ont pas confiance en la production locale, ils se disaient je vais commander mes costumes à l'extérieur. Alors c'est vrai, il a commandé ses costumes à l'extérieur, comme c'est un travail de main. Il y a des erreurs qui peuvent être commises, comme ça nous arrive à nous aussi. Les mesures ont peut-être été confondues à celles d'un autre, ou il y a eu une erreur dans la transcription des mesures, parce que de la prise des mesures jusqu'à l'exécution, il y a toute une chaîne, il y a tout un système, je me le dis. Et puis quand les costumes arrivent, peut-être ici, la veste elle est trop grande, le pantalon il est trop petit, des choses qui peuvent nous arriver à nous aussi, des choses qui nous arrivent d'ailleurs. Alors, faut-il payer encore le billet, le frais d'expédition jusque-là pour qu'on refasse le costume et le renvoie ici? Il y avait quand même pas mal de défis. Et la chose à faire, c'est de le faire localement et de très bien le faire. Alors, j'ai commencé froidement, je n'avais pas de ressources, aucune en tout cas, et je commençais à sous-traiter avec 2 ateliers. J'ai ciblé des gens qui savent quand même très bien faire ce travail. Et puis, je les poussais. J'étais assez exigeant envers eux. Question de le pousser à travailler sur eux-mêmes et à surpasser même leurs propres limites. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une équipe. On a commencé à travailler. Je commençais à produire d'abord que des gilets et pantalons. C'était franchement n'importe quoi. Mais quand même, je reconnais une chose. Dieu m'a fait grâce. Je suis vite passé. J'avais eu ma première grande commande. C'était une commande d'une église. Bon, je peux citer les noms. C'était la commande d'une église, d'une chorale d'une église de l'église Canis Salamongo. Alors, la chorale avait commandé des gilets et des pantalons. Oh, c'était un deal de rêve, quoi. C'était une dizaine de personnes. Et voilà pourquoi c'est important de bien faire son travail. J'ai servi ces gens-là. Et tous, bon, pas tous, mais au moins une grande partie, directement, ils sont devenus clients. Hmm. Ah, tu nous as fait ça, très bien. Tu vas faire aussi maintenant mes autres styles après. Tu vas faire aussi pour mes enfants. Tu sais ce que tu fais aussi, ces gens d'études. Ah oui, voilà, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, souvent quand je parle de mon expérience, je ne passe pas sans citer Kiva Entrepreneur. C'est un incubateur d'ici chez nous à Goma, à l'est du Congo. Parce que là, j'ai quand même eu une idée d'essayer dans quoi jeter. Parce que j'étais là, je ne savais pas dans quoi jeter. Alors, pour moi, faire cette formation Équivalent Entrepreneur était une grande ouverture. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs. J'ai vu des gens que j'ai appréciés.
J'ai vu des gens que j'ai vu en eux ces potentiels-là, le courage de faire les choses. Et c'était comme si juste le fait d'être là me disait, c'est vraiment là où tu dois être. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup des grands jeunes entrepreneurs de la ville, des entrepreneurs qui se démarquaient déjà, des entrepreneurs qui se faisaient déjà de nom. Et j'ai tout de suite pris l'initiative de me faire des amis parmi eux. Je les ai fait des amis, je les ai fait des clients déjà. Parmi eux, déjà, j'avais déjà des clients. Et là, c'était quand même assez intéressant pour moi parce que j'ai rencontré des gens juste en partageant comme ça. Il m'apprend des choses, même sans le savoir. Il me dit des trucs sur lui, comment il fait des choses. Et je commençais à me bousculer à apprendre, à apprendre, à apprendre. Et c'est là que je me suis décidé d'arrêter pour le moment avec les études et d'être focus sur mon entreprise et puis continuer avec l'œuvre des dieux. Mais ça n'a pas aussi été facile du côté familial. C'était une grande bataille avec ma mère. Ma mère, elle est enseignante depuis plus de 20 ans. Mon père, c'est un enseignant. Je peux même dire toute sa vie. Avant même que je ne naisse, ils étaient des enseignants. Alors, t'imagines un enfant d'enseignant arrête les études sous les toits de ses parents. C'était quand même une grande bataille. Ma maman n'était pas contente du tout. Elle n'était pas contente du choix que j'avais fait. Parce qu'elle me voyait égaré. Elle voyait que non, c'est un fils que j'ai raté. Et puis, d'un mon côté, ça me stressait. Parce que déjà, quand tu es sur une voie sur laquelle les parents ne sont pas d'accord, quand tu as des problèmes, tu ne vas pas revenir leur demander. Ils vont te dire, on t'avait dit que c'est pas là que tu devais être. Mais moi, je reconnais que Dieu m'a fait grâce. C'est vrai, en 2021, c'était quand même une année où c'était un peu une année de gloire. La même année, j'ai gagné des prix, j'ai eu des récompenses au niveau local, au niveau national et même au niveau international. La même année, j'ai gagné, c'était un concours des pitch lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat organisé lors de la rencontre Raki avec le gouvernement provincial. Il y avait, c'est surtout ce que j'aime bien parler souvent de cette partie avec Ansisha Prize. J'étais sélectionné parmi les 26 jeunes entrepreneurs sélectionnés en Afrique pour les prix Ansisha Prize, la cohorte de 2021. C'était aussi une grande bataille, mais je l'ai faite. Je l'avais commencé en 2020 et puis finalement en 2021, j'ai été retenu. Et je ne passe pas souvent sans parler de Ansisha Prize parce que c'est une expérience très très magnifique pour moi. Là, j'ai appris à travailler avec des gens de l'extérieur, que ce soit des francophones ou des anglophones qui ont un bon sens de faire les choses, ça il faut le dire. Et là, j'ai découvert un monde nouveau. Je voyais que voilà, je connais déjà des entrepreneurs à Goma, mais là, c'est comme si je me retrouve. C'est comme j'ai déjà vu souvent une image où tu es en train d'escalader, tu es en train d'escalader une montagne. Tu vois le pic, mais quand tu y arrives, tu découvres par contre un autre grand monde de l'autre côté. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé dans Zisha où on a beaucoup appris sur l'éducation financière, sur la gestion du personnel, sur les ventes, sur la gestion de tout ce qui est ressources. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est un conseil que je donne à tous les autres entrepreneurs. Au-delà de la connaissance que nous avons, au-delà de l'enthousiasme que nous avons, prenons aussi le temps de nous éduquer. Prenons aussi le temps d'apprendre notre cerveau, de nous instruire. Parce qu'au-delà du talent, au-delà de la passion, il y a aussi il y a certaines stratégies qu'il faut que l'on mette en pratique. Et pour les mettre en pratique, pour les mettre en place, il faut un minimum de connaissances. Qu'on tire sur... il y a des pages qui éduquent, sur les autres, il y a des gens qui nous challengent. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'avoue que j'aime bien ce que Barouvi est en train de devenir. Il y a beaucoup de challenges qui naissent chaque jour. Chaque jour. C'est quand j'ai vraiment... Il y a quelque chose que j'entendais depuis que j'étais tout petit. On disait que la résolution d'un problème en engendre un autre. J'essayais de les comprendre, mais là, je le vis. Je comprends ce que c'est. Tu as besoin de 1000 francs. Mais quand tu as 1000 francs, oh, tu te rends compte que par contre, tu as besoin de 3000 francs. Tu as 3000 francs et ainsi de suite. Alors, si on n'arrive vraiment pas à tenir dans la résilience, avoir ce goût du sacrifice, accepter que aujourd'hui j'ai 1000 francs. Avec ces 1000 francs, je peux me payer ceci. Mais je préfère me priver de cela vu que ce n'est pas une extrême urgence.
je réinvestis, j'achète peut-être un tissu, j'achète peut-être quelque chose qui va intervenir dans la production de mon entreprise et qui va générer de bénéfices même plus tard. C'est quelque chose qui est assez difficile pour nous jeunes à comprendre. Ça, je le dis, c'est un des grands défis. Beaucoup de jeunes, nous n'arrivons pas à avoir le goût là du sacrifice. Nous ne faisons que lire les histoires des grands là qui ont réussi, ils ont fait des choses, mais finalement, ça ne nous change pas, nous. Parce que je vois une jolie montre, ah, il faut que je me la paye. Je vois un joli téléphone, il faut que je me le paye. Et d'ailleurs, je me rappelle, à un moment donné, j'avais un téléphone. Terrible. Il y avait une amie qui m'avait dit que dans ton téléphone, il peut donner à quelqu'un de maladie. Le téléphone, il était cassé. Il m'a dit, mais parce que l'autre défi aussi, on s'est fait appeler CEO, on s'est fait appeler PDG. Et puis elle m'a retourné ça. Ah, mais PDG, ça c'est vraiment un téléphone de PDG. Mhm. C'était cassé de ouf. Je pouvais avoir, à l'époque, avec 150 ou 200 dollars, je pouvais avoir un joli téléphone. Et je pouvais bien avoir cette somme. Mais je me disais, je fais semblant. C'est pas ce que je veux, mais je fais d'abord semblant que j'accepte d'abord. Parce que j'ai calculé cet argent, j'achète un téléphone, oui. Celui-ci, même s'il n'est plus dans un très bon état, il peut quand même communiquer, je peux quand même prendre des jolies photos pour poster, je peux quand même faire ceci. Donc, je fais semblant. Moi, je n'étais pas souple. Et quand je prends le numéro de quelqu'un, je donne toi, tu écris. Ça peut être compliqué. Moi-même, je vais écrire. Donc, il y a aussi ce goût du sacrifice qui est très important, surtout pour nous jeunes, parce que nous manquons ça. Nous voulons vite jouir avant de travailler, avant d'investir, et puis d'attendre le temps qu'il faut. Quand on était au campus de African Leadership à Johannesburg, on avait un moment d'échange avant une soirée là. On avait un moment d'échange avec Joe Adler et qui nous a dit construire les choses des valeurs prend du temps. Il nous a dit soyez patient. C'est quelque chose que j'avais vraiment retenu. Il nous a dit construire les choses des valeurs prend du temps. Et pour que NNP devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas hier que vous avez commencé. Il y a une histoire. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes passé pour pouvoir construire quelque chose que quand on arrive, on dit waouh, on apprécie, on est à l'aise, on prend des photos, on se croirait dans des beaux plateaux là au niveau international. Ça a pris du temps. Et c'est ce que moi je peux conseiller à d'autres jeunes qui prennent vraiment leur temps, qui se donnent ce courage-là de prendre du temps, de se dire que je commence aujourd'hui. C'est pas forcément que ça va réussir. C'est pas forcément demain que ça va réussir. Pas forcément le lendemain. Je travaille, je joue, je continue. Il y a même Nelson Mandela qui a dit, c'est même une de mes meilleures paroles de Nelson Mandela. Il a dit, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc pour Nelson Mandela, les échecs, il considérait ça comme des apprentissages. Il considérait que quand il a échoué, il n'a pas en fait échoué, il a appris. Et c'est surtout important, nous entrepreneurs, nous pouvons échouer, nous pouvons avoir de moments difficiles, mais il faut toujours savoir qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ces moments difficiles. On peut pleurer, oui, ça fait mal, on peut être frustré, oui, mais c'est dire qu'est-ce que j'ai appris de cela. Parce que je suis quand même un fruit de toutes ces petites parties de choses. Et je l'ai dit, c'est sur les médias, c'est pour que ça puisse aider peut-être un jour un autre quelqu'un. Parce qu'on a aussi besoin de cela. Quand moi je voyais des histoires des autres, ça m'aidait. C'est pas qu'ils voulaient m'impressionner, mais je me disais, ah, mais si lui il l'a fait, il a du sang rouge comme moi, il a un cerveau comme moi, il a une tête, il a tout ce que moi j'ai. Donc je peux le faire et peut-être même mieux. Et c'est en bref, je sais que vous aurez des questions. On pourra peut-être revenir, mais en bref, c'est un peu ce que je suis un peu de mon parcours. Waouh. Je crois que, comment je peux dire, tu as un mental de fer, d'entrepreneur depuis que tu es peut-être un peu plus jeune que ça. Comment cela est arrivé? Est-ce que il y a quelque chose que pendant que tu grandissais, que tu voyais, qui te poussait à te dire, voilà, je dois faire quelque chose de moi-même. Je dois... voilà, c'est comme tu n'as rien... J'imagine que tu n'avais même pas de background en termes de couture et tout ça. Et tu t'es dit, ça, c'est quelque chose que je vais faire. Parce qu'ici, la plupart des gens pensent que on peut faire juste quelque chose, peut-être qu'on connaît bien. On a peur de s'aventurer dans d'autres domaines où on n'a pas assez de connaissances. Mais pour toi, cet esprit-là de quand même essayer
et de se dire, bon, voilà, je peux faire ça, je peux collaborer et tout ça. D'où est-ce que tu as tiré ça? Bon, je vais dire la vérité. Mon histoire n'est pas semblable à celle des très nombreux. Hmm, Souvent, vous pouvez voir, on s'est dit que Jerry, aujourd'hui, il est dans les médias. Quand il était petit, il aimait trop prendre des photos. hmm, Il aimait trop se rapprocher de DJ pour voir comment ils font, les vidéographes, il était proche d'eux. Vous allez voir quelqu'un, il est peut-être comme mécanicien, mais on dit depuis qu'il était tout petit, il bricolait des voitures en carton, en bois. hmm, Il prenait des petites boîtes de sardines pour en faire de voitures. Il y a des gens qui ont ce genre d'histoire. Mais vraiment, pour moi, ce n'est pas le cas. Par contre, mon rêve, c'était d'être un avocat. Je rêvais vraiment d'être un juriste. Voilà pourquoi j'ai commencé mes études en droit. Déjà à l'école secondaire, je faisais des débats contradictoires. On avait même gagné un concours provincial ici, avec mon école. Et donc, quand je me voyais faire de débats, et je me voyais vouloir être juriste, je me disais, non, c'est ça ma vie, ça match. Mais d'un coup, était venue cette passion pour la mode. Et elle n'était pas autant grande au début. Elle a cru au fur et à mesure que j'étais dans ce secteur. Plus les jours avançaient, plus je me sentais aimer ces boulots. Comme je l'aime aujourd'hui, c'est pas cette passion que j'avais au début. C'était froid, mais j'avais juste cette conviction que ça peut ne pas marcher aujourd'hui, mais ça va marcher. Je donne tout ce que je peux. Je fais tout mon possible. Les restes, je prie Dieu. Je fais juste mon possible. Je me dis que de mon côté, j'ai bien travaillé. De mon côté, j'ai bien fait les choses. Même si je suis chrétien, je ne vais pas rester bras croisés. Puis j'ai dit, bon, Dieu va le faire. Parce qu'il y a quand même ma part de responsabilité. Dieu va pas bénir un paresseux. Dieu va pas bénir quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a même pas. C'est quelqu'un qui a sémé, il peut dire Dieu, bénis que la pluie soit là pour que voilà euh, que j'ai des récoltes. Mais quand on a même pas une sémence, donc on ne va même pas s'attendre à une récolte. Et puis j'apprécie quand même. Bon, deux fois je me dis c'est juste une hypothèse que je ne confirme pas. Quand j'étais petit, ma mère m'habillait toujours en gilet, veste, pantalon. J'ai même beaucoup de photos de moi en étant petit où j'étais en costume, hmm. où je mettais des gilets. Après, deux fois, je me dis, est-ce que c'était pas venu de là? Parce que moi, à l'école, je n'avais jamais ces problèmes-là d'enfiler. Parce que des fois, on punissait à l'école des gens qui n'ont pas enfilé. Mais moi, c'était automatique. Hmm. Ma mère m'a appris que quand tu sors de la maison, tu dois enfiler. Tu dois porter un cinglet, tu dois mettre les chaussettes, tu dois porter la ceinture. Il y a d'autres jeunes qui ne voulaient pas. Ils pouvaient venir avec la ceinture, hein, mais quand il arrive à l'école, c'est quand il met ça, quand il sort, il enlève et puis il désenfile. Ou question de mettre les chaussettes ou les pantalons là trop centrés. Donc il y a des choses sur le côté style. Ma mère avait vraiment forgé ça au point que, en tout cas moi à l'école, je n'avais jamais eu ces problèmes. Alors, des fois, je me dis, c'est peut-être une hypothèse que ma mère avait forgé indirectement ces côtés-là en moi. Mais il y a aussi, ça il faut le dire, hein. Vous savez, je me suis lancé dans un secteur où je n'avais pas de connaissances. Mais ce que moi j'ai compris, le plus important, c'est le mindset de la personne. La perspective. Moi, je sais où je vais. Je connais les objectifs. À moi de trouver les personnes compétentes avec lesquelles je vais travailler pour arriver à mes objectifs. Si aujourd'hui vous prenez Meta, vous prenez Facebook, voilà tout l'univers de Metaverse, et vous faites là-bas un concours des codeurs, les programmeurs, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Et vous faites participer Mark Zuckerberg, c'est lui le boss. Faites un concours dans Meta et puis vous mettez aussi Mark dans le concours là de codeurs. Il ne sera même pas parmi les 100 premiers. Alors que c'est lui le boss. Mais lui, il sait où il va. Il veut aller. Il a la vision. Il n'a pas besoin d'être le meilleur codeur. Mais lui, il va apprendre les meilleurs codeurs pour faire de code ou pour faire de Meta ou de Facebook ou de n'importe quoi qu'il veut. Il a même fait l'autre trade. Donc lui, il en fait ce qu'il veut. Parce il a l'objectif en tête. Il sait où il veut aller. Il connaît les stratégies qu'il faut. Il connaît les ressources qu'il faut. Et c'est comme ça que moi, j'avais évolué. Donc c'était quand même un peu difficile. Mais au fur et à mesure, il faut juste avoir aussi cet esprit de savoir communiquer son idée. Donc j'ai mon idée,
J'ai dit, allez, Jerry, mon deal, c'est comme ça, il faut qu'on bosse ensemble et que j'arrive à te le faire comprendre, que tu comprennes que nous, on bosse, donc ça doit se passer comme ça. Et c'est comme ça que moi, j'avais commencé. Je n'avais pas d'antécédent en couture. C'est pas que ma mère était... Pour les autres, ma mère était couturière quand elle cousait ou mon père cousait. Moi, il n'y a rien de tout ça. Hmm. Ouais. Au début, tu as parlé de cette question de... euh, bon, bien sûr, qui était parmi les problèmes que tu voyais avec le couturier à Goma. Des fois, ils sont malhonnêtes. Des fois, ils ont peut-être plusieurs commandes qui fait à ce qu'ils soient malhonnêtes et qui n'arrivent pas à rendre les travails comme il les faut et tout ça. C'était quoi pour toi les voyages de trouver ces personnes, genre, honnêtes, qui savent faire bien leur travail et que tu arrivais à asseoir autour de ton projet, se rassurer que vous produisez quelque chose. Euh, Comment cela était? Le même personne, peut-être qui avait ce même background qui n'était pas bon, mais que toi, tu arrives à rassembler autour de quelque chose pour produire et être honnête, faire le contraire de ce que tout le monde fait. Alors, là, déjà, en vrai, c'est vrai, ça se voit que c'est question d'honnêteté, mais en vrai, ce n'est pas question d'honnêteté. C'est question d'organisation. C'est question de la gestion du système. Parce que, vous voyez, tous les couturiers qui ne respectent pas le délai, en vrai, ils ne sont pas tous malhonnêtes. Ils n'ont pas tous la mauvaise foi. Mais c'est la façon de faire les choses. Comment ils font les choses. Parce que il n'y a pas que les couturiers. Beaucoup de gens qui font des travaux manuels, des menuisiers, ils ont aussi cette réputation. Mm. Le, en tout cas, pas mal de gens qui font des travaux manuels, ils ont ces problèmes-là de crédibilité et surtout d'honnêteté quant au délai, quant au deadline. Ce n'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes. Et comment moi, j'ai pu travailler avec des gens qui peut-être même étaient autrefois réputés de cela. C'est question d'abord de créer un système organisé. Parce que vous savez comment la plupart des couturiers font? Ils ont des cahiers. Il a un cahier. Allez, il y a Jerry qui vient, qui a besoin d'une commande. Ah, tu as besoin d'une commande. Ok, il écrit Jerry, commande Jerry, il écrit les mesures, le modèle, les tissus, tout ce qu'il faut, tout ce dont il aura besoin pour exécuter votre commande, il met ça. Alors il trace. Il met aussi la date de livraison, il trace. Il y a monsieur X qui vient, il fait la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est en train d'enregistrer les commandes. Mais peut-être que 4 ou 5 commandes vont se retrouver dans la même semaine. Comment il va le savoir? Il écrit juste comme ça, il souligne, ainsi de suite. Il y a quand même de fois des situations qui peuvent arriver que l'on ne puisse pas être honnête. On est à Goma. Il y a deux fois, par exemple, je prends des commandes, je sais que la semaine, elle est bien. Et boum, les rebelles, ils ont abîmé les lignes qui alimentent Goma. Et voilà, Sokodé et Virunga, pas de courant. C'est un imprévu, je ne le savais pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, alors qu'il fallait que je sois en train de travailler pendant ces 3 jours, pendant ces 4 jours. À un moment donné, ça a fait même presque une semaine. Mm. Et là, je vais chercher des solutions. Et comme j'ai déjà perdu le temps, les solutions peuvent aider, mais elles ne seront pas totalement efficaces. Là, forcément, il y a un client, il va venir, sa commande n'est pas prête. Il va appeler le jour des livraisons et ce n'est pas encore prêt. Alors, des fois, là, on essaie de manager, parce que je ne peux pas dire qu'on est parfait, qu'on a toujours été. Il y a quand même des situations comme celle-là. Il faut que quand cela arrive, que je sache que c'était vraiment un cas de force majeure. Une situation face à laquelle je me suis retrouvé autant victime que le client lui-même. Et que ça ne soit pas ma routine, que tout le jour les clients arrivent, que tout le jour les clients se plaignent qu'ils n'ont pas leur commande à temps. Donc, si je peux revenir à la question, c'est juste de bien structurer les choses, de bien s'organiser. En vrai, ils ne sont pas malhonnêtes. C'est que beaucoup d'entre eux, ils se prétendent quelquefois au beau, j'écris juste là et je veux me rappeler de tout. Et sérieusement, on a l'impression qu'on va se rappeler de tout. Mais après 2 jours, après 3 jours, on est déjà embrouillé, il faut qu'on couse, il faut qu'on fasse cela. Et ainsi, on oublie, on est appelé prétendument malhonnête, alors qu'en vrai, c'est un manque d'organisation. Donc, tu imagines qu'en soi, tu as su mettre des systèmes en place pour leur permettre de bien travailler, mais aussi de rester engagés dans la vision, mais aussi délivrer sur la promesse que vous avez donnée aux clients. Oui, justement. Parce que
deux fois, quand le client n'a pas sa commande à temps, je vois ce que ça fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Très mal. Peut-être qu'il a prévu de mettre ça. Voilà pourquoi quand des situations pareilles arrivent, je fais tout. Je mets des moyens en jeu, je fais tout ce que je peux pour trouver une solution. La solution qui n'est pas toujours efficace, vu les temps qui peut avoir déjà été perdus, mais je fais en sorte que mon équipe comprenne que un de nos objectifs, nous devons être là à respecter les exigences du client. Les clients, ce sont eux les boss. Si eux ils ne viennent pas, on va fermer. On n'aura plus on n'aura plus de ventes, on n'aura plus de commandes. Alors que sans vente, sans commande, bah, on est à terre. Ouais. Alors, s'il faut parler, en fait, je vais commencer par la ville de Goma. C'est une ville, bien sûr, qu'on aime bien, mais qui a ses challenges. S'il faut voir aussi les Congo d'une manière générale, tu peux me décrire, ça fait quoi d'être un entrepreneur, surtout dans ton secteur, à Goma, en République démocratique du Congo, et comment tu fais pour contourner tout ce qui peut être challenge ou blocage vers la vision que tu as toujours eue? Alors, déjà au début, avant tout, moi, j'aime vraiment notre pays. J'aime beaucoup Goma. Donc, avant tout, j'ai cette fierté d'être entrepreneur, d'être appelé entrepreneur de Goma, au-delà d'être entrepreneur tout court, parce que j'aime bien Goma, j'aime bien cette ville, j'aime bien ces pays et je me sens vraiment beaucoup trop attaché à cette ville. Je sais pas si c'est parce que j'y suis né, mais c'est quand même une ville que j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de challenges. Et puis moi, je l'ai découvert, comme je vous l'ai dit, quand j'ai découvert les entrepreneurs des autres pays. Je vois les avantages qu'ils ont. On t'a dit, je causais avec deux amis, ils t'ont dit que non. Moi, sur la question de fiscalité, il y a une grande partie de fiscalité qui ne me concerne pas, jusqu'à ce que mon entreprise aura 6 ans. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais mon cher, chez nous, tu ouvres. À peine on a vu, tu as ouvert, le panneau est là. Oh, secteur après secteur, service après service. Nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons cela. Et donc, il y a déjà ça qui stresse beaucoup. Et ça fait que, moi je le dis en tant qu'entrepreneur, de Gom en tant qu'entrepreneur congolais, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel. Et ils font de l'argent. Pourquoi? Ils ont peur de s'ouvrir. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Ils savent que si je me dis, j'officialise que je suis, voilà, mon entreprise œuvre dans ceci, il sait qu'il aura à faire déjà, c'est lui qui était censé être le parent gentil, le parent qui voit, c'est un enfant qui est en train de commencer, l'entreprise elle est encore petite, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle croisse? Non, lui, il va pas voir ça. Il voit que tu as ouvert, donc tu fais des millions. Et donc, des fois, on est contraint à faire des choses à cause de la situation qui nous arrive. Une situation face à laquelle on ne peut rien du tout. Rien du tout, peut-être à part prier les bons dieux. Parce que face à ça, pauvre moi, qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai aucun pouvoir, aucune décision que je peux prendre. Donc là, quand même, c'est des challenges. Mais au moins, il faut le dire, j'encourage aussi, je félicite aussi le gouvernement. Parce que dans les années passées, on n'entendait pas parler de subventions pour les jeunes. On pouvait entendre parler de certaines structures de l'État qui finançaient que les grands, les très grands. On sait tel, c'est un millionnaire, mais c'est encore lui qui a eu une subvention. C'était ça. Mais au moins, les 2 dernières années passées, ou les 3 dernières années passées, on a vu des subventions pour des jeunes. Des jeunes qui étaient à une phase vraiment, vraiment basse, certains même qui étaient encore à la phase d'idée. Ça, c'est une opportunité. Je causais un jour avec un vieux qui me disait, mais vous jeunes, je ne sais pas c'est quelle excuse que vous allez avoir. Il a dit, vous savez, moi j'ai travaillé combien d'années pour toucher la première fois à 10 000 dollars. La première fois de ma vie que j'ai touché à 10 000, c'était après un travail. Non. Mais il a dit, mais vous aujourd'hui, tu as une subvention de 10 000. Et puis il a dit, il me disait ça, il me disait, vous n'aurez pas d'excuses. Donc d'un autre côté, il faut quand même féliciter ça, il faut apprécier ça, parce que ce n'est pas rien. Pour quelqu'un qui est ambitieux, pour quelqu'un qui sait où il va, cela peut beaucoup aider. Mais en même temps, il y a toujours beaucoup de challenges. Et quand
Quand il y a déjà, on ne peut pas ne pas parler de cette situation de la guerre qui fait que Goma soit fermée sur elle-même. Et puis, ça touche tous les secteurs. Quelqu'un, il peut ne pas être ton client, mais il était peut-être client de ton client. Et l'argent qu'il fallait, parce que l'argent, ça tourne, c'est toute une chaîne. Oui. L'argent, peut-être qu'il fallait que ça puisse être payé là-bas ou vendu là-bas pour que ça vienne ici pour payer un costume. C'est bloqué là-bas, c'est bloqué là-bas, c'est bloqué là-bas. Évidemment, tu as parlé des opportunités. Je crois que être au Congo en soi, moi je me dis que c'est une opportunité. C'est une très, très grande opportunité. Le Congo est tellement grand avec beaucoup de défis et que ces défis n'attendent personne d'autre que nous, les Congolais, pour le résoudre. Ces défis, c'est comme une mine d'or. C'est pas cette richesse qu'on s'est dit avoir sur le sous-sol. Mais je crois qu'en soi, les Congo, au-delà d'avoir ces ressources dans le sous-sol, c'est les challenges, je crois que c'est déjà cette mine d'or qu'on peut avoir en tant que jeune. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a les gouvernements, mais aussi des entités comme la Banque mondiale qui est en train de pomper l'argent pour que le jeune arrive à quand même se développer. Selon toi, où est-ce que tu vois le gap? Qu'est-ce que le jeune... Pourquoi les jeunes n'avancent pas? On a vu des 10 000 $, des 12 000 $ être partagés. Mais s'il faut compter le nombre d'entreprises qui ont réussi quand même à naître, à devenir comme Barouvi, votre marque, sont peu. C'est quoi le challenge? C'est quoi les difficultés avec nous, les jeunes? Alors, il y a deux défis. Bon, moi, je vais parler que des défis qui nous concernent les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs, en fait, Voilà. les jeunes que nous sommes, qui Voilà. sont censés entreprendre d'une manière générale. Ok. Qu'est-ce qui nous manque pour saisir ces opportunités? Alors, un des grands défis que nous avons, c'est le goût du sacrifice. Vous savez, quand nous sommes jeunes, nous sommes facilement attirés par certaines petites choses belles qui sont souvent pas urgentes, Et éphémère. justement éphémères. Des choses qui, quand vous achetez la chose, mais après une année, la chose n'aura pas haussé de valeur. La chose aura perdu, aura régressé, elle aura diminué de valeur. Moi, je me dis que il y a aussi cette notion qui nous manque. On peut investir de l'argent et puis si ça ne rapporte pas, donc tout argent que nous investissons, si ça ne rapporte pas, la chose dans laquelle nous aurons investi, ce n'est que du passif. Ça ne rapporte rien. Alors, beaucoup de jeunes, moi j'en connais d'ailleurs, il y en a qui sont même des amis, ils n'ont peut-être pas su, je n'accuse personne, je ne juge personne, c'est un point de vue, donc c'est un constat, je le donne comme un constat sans juger, sans pointer du doigt personne. J'ai remarqué chez certains, il y a quelque chose qui a manqué, le goût là du sacrifice. C'est dire que ceci est beau, ceci pourrait être beau. Mais dans mon business plan, je n'ai pas prévu de le faire. Je ferme les yeux, je fais semblant, je me dis, j'oublie un peu ses côtés loisirs, j'oublie un peu ses côtés plaisir. Parce que quand un jeune, il a du cash entre sa main, il va être tenté de se donner n'importe quel plaisir qu'il peut. Normalement, déjà, ça, c'est quelque chose qui a fait en sorte que nombreux ne puissent pas tenir. Et surtout, l'entourage aussi. Franchement, ça, c'est très, très important pour nos jeunes. Savoir qui mettre à côté de soi. Savoir c'est qui que je peux appeler, c'est qui que je peux raconter quand je suis dans telle ou telle autre situation. Et donc, il y a vraiment des jeunes qui n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas été bien accompagnés. Ils ne se sont pas bien fait entourer. Quand quelqu'un sait que mon pote a gagné une subvention de 18 000, et la première des choses qu'il t'a dit, bro, tu n'as win comment? Na miepeke si win. L'entreprise njo ina pas ta. Parce que la gestion de finances est un grand souci pour nous.
On ne sait pas faire la différence entre la caisse de l'entreprise et sa propre poche. La subvention, elle est là. Zinezi quoi, zilifika peut-être dans la caisse de l'entreprise. C'est pas dans ma poche. J'ai besoin d'une voiture. Moi, dans ma poche, j'ai 1000 francs. Dans la caisse de l'entreprise, il y a 10 000. Donc, Zangu, Nizi. Et beaucoup, ils ont... Pourtant, on nous l'enseigne d'ailleurs. On nous dit souvent, pour mieux gérer, donne-toi un salaire. Parce que tu as de besoins. Au lieu de toucher tout le temps dans la caisse de l'entreprise, ou t'as qu'à mal les appeler ça. Parce que tu as le pouvoir. Tu dis à la caissière, donne-moi. Et il n'a rien d'autre à dire, c'est toi le boss. Tu te rends compte que tu as dépensé tout le mois dans des futilités. Mais si tu te fixes un salaire, tu te dis, mon salaire, il est par exemple de 500 balles. Moi, il 500 balles pour celui qui a certaines charges fixes, s'il a des gens scolarisés, s'il a ceci, c'est dit, tout peut aller jusqu'à peut-être 300 pour mes dépenses personnelles. Parce que je sais que, bon, c'est lui le boss, la communication, ce sera sur la charge de l'entreprise. Son transport ou peut-être sa collation. Je sais qu'il y a quand même certaines dépenses qui sont liées à lui, mais qui seront tirées de la caisse de l'entreprise. Donc, il prend juste des dépenses là auxiliaires s'il y a peut-être des dépenses fixes qu'il a, s'il a un loyer à payer. Et puis, il s'est dit peut-être lui aussi, à la limite, chaque mois, il peut économiser 150 balles ou 200 balles qu'il va mettre quelque part. On peut rencontrer des challenges, mais au moins qu'on sente que vous êtes sorti d'un point A à un point quelconque, je ne sais pas. Mais qu'on ne sente pas que vous êtes le même ou qu'on ne sente pas par contre que vous avez régressé. Sinon, ça va décourager quelqu'un qui a pris toute cette initiative de mettre autant de millions pour vous relever, mais par contre, vous régressez. C'est vrai, il y en a qui l'ont fait. Il y en a, quand vous voyez, j'ai des amis, il peut être en difficulté, mais au moins tu vois qu'avant et après, il y a une différence. Il a fait quelque chose de remarquable et en tout cas, il y en a qui font aussi la fierté au-delà de ceux qui ont eu certains soucis de gestion de finances. Pour ta marque Barouvi, que tu as créée, ça va faire maintenant plusieurs années. S'il y a une chose, vraiment une seule chose pour laquelle il faut que tu te sentes fier actuellement, ça serait quoi? En tout cas, la chose pour laquelle je me sentirais fier, c'est pour toutes les personnes que j'ai déjà habillées. Ils sont au nombre de combien après, à peu près? Waouh. Je sais pas, c'est très difficile de le savoir. Peut-être, je sais pas, 1000, 2000, c'est difficile. C'est énorme. Mais ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et la grande fierté que j'ai quand j'ai habillé quelqu'un, il me fait un texto. Ah, mon cher, c'est nickel ton style. C'est tout le monde qui apprécie. Non, je suis en train de partager ton contact. Et après, tu vois, salut, c'est tel. Il y a tel qui m'a donné votre contact. Salut. Il y avait des amis qui avaient pris des flyers chez moi. Et puis, il y en a un, je sais pas, apparemment, il avait donné ça à un taximan et puis il a mis ça là dans son taxi. Alors, quelqu'un est venu parce qu'il est intéressé par un taximan qui ne me connaît même pas. Mais parce que la personne là juste lui en a parlé. Parce que quand il me disait le nom du taximan, je ne connais pas. Il m'a même montré la photo. J'ai dit, je ne le connais pas. Il dit, ah, pourtant il dit que tu fais des très belles vestes. J'ai dit, bon, il a eu un témoignage. Donc la grande fierté que j'ai, c'est d'avoir habillé toutes ces personnes que j'ai habillées, que ce soit des gens pour de mariage, que ce soit pour des concerts, que ce soit pour de baptêmes, que ce soit pour n'importe quelle cérémonie, pour des prestations de serment, pour n'importe quelle cérémonie. Je suis fier d'avoir habillé toutes ces personnes. Et surtout, grand merci à elles d'avoir cru en une marque locale. C'est pas aussi facile que ça. Souvent, on a tendance à croire facilement que Bébinato Kayenje, mais ce qui est d'ici chez nous, on réfléchit 2 fois avant de se décider. Surtout que pour certains, c'est le jour de son mariage, c'est une grande cérémonie importante, mais ils décident ce jour-là, je vais mettre une marque locale. Pour moi, d'ailleurs, je trouve que pour eux, c'est une façon de soutenir cette œuvre locale. Parce que sans toutes ces personnes que j'ai habillées, Barouvi n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et quand je vois ces sentiments que tu as par l'effet de recommandation ou de satisfaction que ta clientèle a toujours eu, qu'est-ce qui a fait le succès de ta marque?
Qu'est-ce qui a fait à ce que, bon, voilà, à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est quelque chose qui est apprécié, recommandé. On peut dire c'est quoi les secrets, si c'est un secret ou qu'est-ce qui fait à ce que, bon voilà, tu te retrouves à chaque fois produire quelque chose qui est bien pour le gens. Alors, là, je vais dire quelque chose qui est très important. Des fois, quand nous sommes des entrepreneurs, nous sommes focus sur le personnel, nous sommes focus sur le matos, sur le produit, sur les ventes. Et des fois, nous oublions la personne même de l'entrepreneur. Quand l'entreprise est encore au début, je peux vous assurer que l'image de l'entreprise est directement liée à l'image de l'entrepreneur. Si on a un entrepreneur voyou, il y a beaucoup de choses que l'on va perdre, même si on a de bons produits, même si on a une belle équipe. Parce que moi, si je suis ce que je suis, si Barouvi est ce qu'il est, si la marque Barouvi est ce qu'elle est aujourd'hui, franchement, c'est pas parce que je suis un meilleur, parce que je suis un pro, mais c'est parce que des fois, je vois des gens m'apprécier. Je sais même pas pourquoi. Des fois même, tu vois quelqu'un, il commande souvent ses vestes très loin dans des pays qui ont la renommée de vestes. Mais quand il me rencontre, il s'est dit non, je veux commencer chez toi. Tu vois qu'il force. Moi, j'avais un client en 2022. Ouais, en 2022. Je n'arrivais pas à le satisfaire. Mais il revenait quand même. Et puis, c'est lui-même qui me dit non, tu vois, moi, pour mes coupes, j'aime bien que cette partie, ça soit comme ça. Tu vois que je ne l'ai pas satisfait. Normalement, il doit partir et il dit non, mais je reviendrai jamais. Mais il m'efforce, il dit ah non, là, tu ne l'as pas bien fait. Tu vois, comme ça, il faut faire comme ça, comme ça. Il commande encore. Même si je ne le fais pas bien, il dit bon, c'était quand même pas mal. Mais cette fois, c'est niveau ici, regarde, fais ceci, fais cela. Et c'est après que j'ai compris que on peut apprécier une entreprise parce qu'on voit que derrière l'entreprise, il y a quand même quelqu'un qui a un bon sens du moral. Et moi, je pense que ça, c'est très, très important. Mais j'ai aussi quand même un point, il faut que je le dise. Moi, je suis un chrétien et je reconnais qu'il y a toujours la grâce des dieux. Je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un meilleur. Je connais beaucoup de gens qui font des très bons travaux. Je ne suis pas l'excellent, le plus intelligent ou je ne sais pas quoi. Mais je reconnais qu'il y a quand même une grâce des dieux. Tu travailles, tu pries Dieu et Dieu, il dit non, mon fils, toi, je te bénis, je te donne le succès. Je te donne d'avoir ceci, je te donne d'être apprécié, je te donne cette faveur, je te donne cette grâce. Donc, je reconnais aussi qu'il y a la grâce de Dieu, au-delà du sérieux là, de l'entrepreneur qui peut faire qu'on puisse l'apprécier, qu'on puisse le recommander, au-delà même de certaines de ses imperfections. On trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais on l'apprécie quand même. Moi, des fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me retrouvais, j'ai un client, mais c'est comme si c'est un coach maintenant. Il est venu en tant que client, mais il m'apprécie tellement qu'il commence à me dire, tu vois, prochainement, il faut faire ceci. Il y a d'autres qui, je lui ai fait une veste après, il me dit, tu vois, dans notre travail, presque tout le monde met de veste. Alors, je vais te chercher un rendez-vous chez le chef. Tu vas venir, tu lui fais même une veste cadeau. Quand tu l'auras convaincu, il va te donner accès chez tous les autres employés. Imagine si commander même chacun une seule veste tous les 3 mois. Si tu fais des... Tu vois, ça, il est juste venu en tant que client. Mais lui-même, il commence à me donner des stratégies. Ça, c'est à cause de... Peut-être, je me dis, peut-être c'est parce que les gens, ils apprécient, ils voient que c'est quand même quelqu'un qui a une bonne personne en elle. Et au-delà de tout, en tout cas, je reconnais qu'il y a une grâce des dieux sur tout cela. Je crois que tu as parlé de quelque chose vraiment très, très capital. C'est que à un moment donné, quand on a une vision, mais aussi quand on met de l'importance dans cette vision, que ça, c'est comme si tu transmettais, tu dégageais cette énergie autour de toi et les gens remarquent cela. Mais aussi cette force du brand, de la marque personnelle. Bien sûr, je suivais quelque chose où il y a des gens qui se sont assis, qui ont essayé de voir, faire de recherches sur la marque personnelle des grandes entreprises. Et on a remarqué que les gens sont intéressés, par exemple, par Tesla, parce qu'il y a Elon qui est là, et qu'ils apprécient bien. Les autres aiment Apple parce qu'il y avait peut-être Steve Jobs. C'est quelqu'un qu'ils aimaient bien et qui parlait très bien et qui, voilà, ils aimaient sa façon de penser. Je crois qu'au-delà de tout, les gens n'achètent pas le produit.
ils viennent parce qu'il y a cette relation qui s'est créée avec des gens qui y a derrière ces produits-là. Même dans une entreprise, c'est que au-delà de voir juste le produit, il y a des personnes exceptionnelles derrière ces produits. Il y a des gens qui ont des histoires super, super intéressantes derrière ces produits. C'est comme par exemple, nous ici, on a commencé cette initiative qu'on a appelée NNP ADN. C'est justement pour raconter les histoires personnelles des gens derrière NNP. Il y a Jonathan qui a son histoire. Il y a Primo qui est un chanteur exceptionnel. Et quand il chante, tu sens qu'il t'emporte. Et cette façon de chanter, c'est quelque chose qu'il met aussi dans son travail. Tu vois, cette finesse qu'il a euh, dans sa façon de composer et tout ça. Et quand il met ça dans ton travail, tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qui sort de ça. Et je crois que c'est la même chose que tu viens de partager avec moi. Et à un moment donné, je me rappelle aussi, je suis allé faire un travail en Ouganda. Alors, les taximens, il m'a pris, on a commencé juste à discuter. Il m'a demandé si je venais d'où. Je lui ai dit que je venais de Goma, au Congo. Ah, mais si, on partait, mais je sentais qu'il n'était pas satisfait par sa question, la réponse et tout ça. Et puis, il m'a posé une question genre, je suis en train de me demander, est-ce qu'ici en Ouganda, il n'y a pas de bons photographes pour que toi, on te prenne de Goma jusqu'ici? Je lui ai dit, waouh, ça c'est une bonne question en fait. Je lui ai dit, écoute, en tout cas, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire que j'ai quelque chose d'assez exceptionnel pour venir faire des photos jusqu'ici. Mais tout ce que je sais, c'est que dans le monde des affaires, c'est question de relation. Qui est-ce que tu connais qui te met en confiance que tu peux demander un service? C'est tout ce que je sais. Mais pour le reste, je dirais que peut-être qu'il y a mieux que moi ici. Mais c'est juste que c'est la personne qui me connaît et qui connaît ce que j'ai fait ou j'ai à travailler avec lui dans le passé. Mais en bref, je sais pas. J'ai rien de spécial. Tout ça. Et je crois que c'est tout ce que tu as dit dans le monde du business. C'est question de relations. C'est forger ces relations. Faire en sorte que les gens sont satisfaits par ce que tu leur donnes. Et bon, voilà, de la manière la plus bonne possible. Et en tout cas, c'est à ça qu'on doit travailler en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on sait faire le mieux et comment on les rend. Alors, peut-être que je suis en train de finir avec mes questions. Tu as un parcours. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on est déjà à destination et tout ça dans ce qu'on est censé faire. Je crois que tu as des très grandes visions. Mais tu as quand même y à franchir un pas que quelqu'un d'autre peut-être ne sait même pas qu'il pourra franchir. Pour les jeunes entrepreneurs, pour tout le monde qui a peut-être des difficultés et tout ça, selon ton expérience, c'est quoi le ABC de arriver au moins à avoir un produit minimum viable, ce que les Américains appellent MVP? C'est quoi le conseil que tu peux lui donner d'une idée jusqu'à quelque chose qui semble au moins marcher, que les gens peuvent consommer et avoir un feedback? Alors, déjà, je dis d'abord que sur ces points-là, souvent, bon, avant de répondre, je précise ça. Souvent, je suis contre. Il y a certains, entre guillemets, de coachs, de motivateurs qui donnent des astuces comme si c'était comme si c'était quelque chose d'absolu, comme si ce n'était que ça ou rien. Alors que on peut donner des conseils, on peut donner des astuces, mais c'est toujours de probabilité. Mais ce que je peux dire, la première des choses, c'est de faire ce qu'on aime. Je sais qu'il y a une toute petite contradiction avec mon histoire au début.
Et justement, c'est une histoire qui est assez particulière parce que la plupart des fois, ça se passe pas comme ça. Il faut faire ce qu'on aime, quelque chose pour laquelle ils ont un minimum de passion. Je donne un exemple. Vous êtes là avec votre boîte. Je peux pas, je ne suis pas prophète ou, mais je sais que vous êtes déjà passé par de moments difficiles. Au point de vous dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Au point de vous dire, si nous y chez Zimatos, que j'aille acheter une maison et que je cherche un boulot. De toute façon, je suis sûr qu'il y a plusieurs endroits où on t'a proposé d'aller travailler. Mais pourquoi t'es pas allé travailler là-bas? Pourquoi tu n'as pas finalement vendu? Pourquoi tu n'as pas pris une décision qui est à l'encontre de continuer avec tes objectifs? C'est parce que tu aimes ce que tu fais. Et ça, c'est très important. Ça permet souvent de tenir dans la résilience. Parce que quand on tombe, c'est parce qu'on est passé par de moments difficiles. Et pour qu'on tienne vraiment, que même qu'on soit d'accord, corps, âme, esprit, qu'on soit d'accord que ça se passe mal, mais on reste dedans. C'est parce qu'il y a quand même un minimum de passion. Parce que si on se retrouve qu'il n'y a plus rien qui nous plaît, ben, on laisse tomber. Si dans les moments difficiles dans lesquels vous étiez passé, si vous vous étiez retrouvé finalement, il n'y a plus rien qui vous intéresse ici. Kama Oshaka give up. Mais au cas maintenant, j'aime quand même ça. Même si ça ne marche pas. Mais tu as le souci de bousculer pour que ça marche parce que tu aimes ça. Et ça, c'est très important. Il y a une autre chose, nous ne prenons pas le temps, et c'est même la première des choses que je peux donner en termes de conseils. Prendre le temps de bien comprendre son projet, son produit et sa clientèle cible. Beaucoup de gens négligent l'étude du marché, alors que c'est très important. Ils ont peur parce qu'ils savent que l'étude du marché, ça coûte. Il faut établir de stratégies. Il y a un moyen aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut faire une étude. Il y a actuellement des formulaires que vous pouvez faire à partir de Google. Des formulaires qui vont être gratuits, qui ne vont pas être payants. Et puis vous partagez ça, vous forcez les amis à partager dans des groupes WhatsApp. Si on partage aujourd'hui dans des groupes WhatsApp, par-ci, par-là, on force les amis pendant une semaine, on ne peut pas manquer peut-être même 1000 réactions ou 2000 réactions. Et ça peut au moins donner une idée ou je sais pas, ça peut au moins servir d'un départ. Mais des fois, on n'a fait aucune étude. Aucune. On commence, on est juste confiant. Notre produit, il est bien. Oui, le produit, il est bien. Mais est-ce que c'est ce que le marché veut? Est-ce que sur le terrain, c'est exactement ça qu'on veut? Donc, il faut vraiment savoir ça. Parce que des fois, on peut avoir un bon produit, on a une belle réalisation, mais on a mal ciblé notre clientèle. On a toqué à la mauvaise porte. On ne sait pas, on n'a pas pris le temps de comprendre le produit. Comment il peut évoluer? Est-ce qu'on l'a testé en plusieurs phases? Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les clients? Parce que c'est quand même très important de comprendre ça et surtout d'étudier tous les enjeux. On se considère comme si on était de côté. On s'est dit quel problème peut arriver à mon entreprise. Là, c'est l'analyse SWOT. Vous analysez les opportunités, vous analysez les menaces. Et ça permet d'avoir une idée sur son entreprise. Et quand on a une idée générale, tu as beaucoup. Donc, tu t'embrouilles avec de connaissances dans ton secteur. Tu vois, les gens viennent écouter à mon secteur. Comment eux, ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui marche pas chez eux? Qu'est-ce qui marche bien chez eux? Quels sont les clients qui sont fréquents chez eux? Non, on étudie tout ça. Toutes ces données, tout ça, ça permet d'avoir un bon début. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va commencer, on a de ressources. J'ai mon oncle qui m'a donné 20 000, je vais commencer mon entreprise. J'ai l'orgueil de l'argent que j'ai. Tout ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, oui, mais avec peut-être beaucoup de difficultés. Mais si on prenait le temps d'étudier son produit, c'est très important. De savoir sa clientèle. Parce que c'est à partir même quand on connaît sa clientèle cible qu'on va établir les stratégies de marketing. Ce qui est aussi très important. Parce que les stratégies de marketing doivent être bien orientées selon une clientèle cible. La façon dont je vais peut-être j'ai mes produits des samoussas, la façon dont je vais faire du marketing chez les motards et la façon dont je vais faire le marketing chez les gens de bureau, c'est pas la même chose. Il y a une approche pour telle, il y a une approche pour telle autre personne. Donc c'est quand même important pour celui qui commence de passer par ces phases. Il faut qu'il puisse avoir le temps de bien étudier son produit, de bien étudier sa clientèle cible, d'établir déjà des stratégies. Et au-delà de cela,
il est quand même aussi important de bien s'entourer. Parce que tout au début, là, on peut évoluer ou on peut ne pas évoluer selon les gens qu'on a mis autour de soi. Savoir communiquer cette vision à ces personnes que vous mettez à côté de vous. C'est difficile parce que souvent, au début, on n'a pas beaucoup de ressources. Parce qu'une main-d'œuvre qualifiée, ça coûte aussi. Alors, on va être au milieu de ces challenges. Il faut une bonne main-d'œuvre qui coûte. Et la main-d'œuvre qui est moins certaine, c'est elle qui ne va pas me coûter beaucoup. Là, c'est pourquoi ça marche souvent chez des gens proches, parce que ce sont eux qui vont accepter de se sacrifier. Ouais, bro. Et, vale, bah, bro. Et malheureusement, avec eux aussi, on a du mal à être trop sérieux. Ah, ça, c'est tout la joie, là, tout. Tout la joie, là, tout. Donc, des fois, il y a ces difficultés, mais c'est plus important pour l'entrepreneur d'avoir vraiment un bon mindset de leader. Malgré tous ces défis, tu as besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, tu n'as pas suffisamment d'argent et tu es obligé de prendre quelqu'un qui est proche, alors que tu sais, avec un proche, il y aura moins de contrôle et il y aura moins de sérieux entre vous parce que vous êtes des collègues, peut-être vous connaissiez, vous mangez les samboussas en route ensemble, donc c'est plus amical que professionnel. Et un dernier conseil que je donnerai, c'est quand quelqu'un commence, c'est pas intéressant d'être tout seul dans son coin. C'est pas vraiment intéressant parce que j'oublie, voilà, il y a une phrase qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Le plus important, ce n'est pas d'aller très vite dans une direction erronée. Le plus important, c'est même si c'est lentement, mais qu'on arrive plus loin. Même si ça va prendre du temps, mais qu'on arrive plus loin. Voilà pourquoi c'est important de travailler dans des réseaux, d'être dans des conférences, d'être dans des ateliers, des partages, dans des plateformes, dans des groupes WhatsApp, des endroits où il aura un entourage de gens qui sont comme lui. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Ce que je peux ajouter, j'étais en train aussi de discuter avec des amis ici, c'est que il y a quelqu'un que j'avais suivi qui était pauvre, mais qui voulait devenir aussi grand comme les autres. Et il a dit, bon, pour moi, la seule façon d'être grand, c'était de comprendre les grands. Qu'est-ce qui fait à ce que ces grands deviennent grands? Ici, moi, je vais parler de peut-être 3 choses qu'il a compris en étudiant les grands, mais qui semblent être aussi importants, mais qui cadrent un peu dans l'expérience que je viens d'apprendre avec toi. C'est que la première chose, il a mis ça dans le C. Je vais parler de 3 C, 3 premiers C qui semblaient être relevants pour moi. Il a parlé de la clarté. La clarté, c'est cette vision de choses, savoir exactement qu'est-ce que je fais, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Être clair. La plupart des fois, entre nous, les jeunes, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire ou où est-ce qu'on veut aller et rester sur cette vision de choses. La deuxième des choses, il a parlé de la compétence. À un moment donné, on a envie de faire des choses, mais on n'est pas assez compétent. Tu as dit, c'est qu'à un moment donné, on essaie de juste sauter sur des occasions sans pour autant savoir qu'est-ce que ça demande. Qu'est-ce que je suis censé savoir pour que ça marche? Bien sûr, toi, tu n'étais pas dans la couture, mais à un moment donné, tu t'es entouré avec des gens qui savent ce qu'il faut faire. Mais je sais qu'avec le temps, tu sais au moins le minimum possible de ce qu'il faut pour avoir l'habit qu'il faut, peut-être les mesures qu'il faut, les choses qu'il faut et tout ça, et être consistant dans la production de choses de qualité. Cette compétence-là, je crois que c'est quelque chose que nous devons tous avoir. Et toi, tu as eu à aller à Kivu Entrepreneur pour chercher ces compétences et qui a été un moyen de te propulser dans ce que tu fais. Ça, c'est le deuxième C. Le troisième C, c'est la concentration. On est, en tant que jeune, la plupart des fois, très éparpillé. On n'est pas concentré sur une chose. On a envie de faire ça, on a envie de faire ça. Là où on pense que, bon, voilà, ça bouge, on a envie d'aller là-bas.
Là où on sent que, bon, voilà, ça marche peut-être pas. On a envie tout de suite d'échanger sans pour autant se dire, bon, voilà, je vais rester concentré jusqu'à ce que ça marche. Je crois que pour moi, les trois conseils, s'il faut voir, ça fait de nous des grands. Si on a une vision, on a une compétence qui nous pousse vers notre vision et on reste concentré sur ce qu'on a comme vision, je crois qu'on y arrive toujours. C'est de ça que tu as parlé, en fait. C'est aimer aussi ce qu'on fait. Ce qui nous retient encore dans ce que nous faisons. Arriver à avoir cette passion, mais aussi arriver à pousser cette passion parce qu'on est concentré. Parce qu'on n'a pas envie d'être distrait, comme tu l'as dit. On n'a pas aussi cet entourage qui nous distrait par moments, qui nous dit, oh, voilà, on va s'amuser, on va faire, mais on reste focus sur ce que nous faisons. Je crois que, voilà, on n'a pas le choix que de construire, que d'être meilleur, que de faire des choses pour les personnes que nous aimons bien sûr, pour les pays que nous aimons, pour la ville que nous aimons. Personne ne peut construire ou faire des bonnes choses pour ces pays si ce n'est pas nous. Et ça passe par tout ce que nous sommes en train de dire ici, par les sérieux, par les personnes que nous devenons avec le temps. Je crois qu'on est en train de finir ce NNP podcast. C'était une très, très bonne expérience pour moi. Je crois que j'ai eu le temps aussi d'apprendre de ton expérience. J'ai eu aussi le temps de relater, de me sentir me retrouver dans ton histoire, ce qui est une bonne chose. Je crois que l'audience aussi a eu la chance de quand même tirer 2-3 choses sur ton expérience. En tout cas, avec la main sur le cœur, on dit merci pour ce partage d'expérience. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter que je n'ai peut-être pas su mentionner dans mes questions, que tu juges important à l'audience peut-être de savoir ou de comprendre. C'est juste un message que moi je lance à tout entrepreneur, pas que des entrepreneurs, à tous les professionnels, particulièrement en général du Congo et particulièrement c'est du Nord Kivu. Nous avons un grand défi de pouvoir donner une autre image de notre province. Qu'on ne se dise pas que quand on parle de Nord Kivu, on attend les violences sexuelles. Quand on entend parler du Nord Kivu, on voit les tueries, le barbarie, le massacre, le braquage qui sont en train de s'opérer actuellement, même à midi. Alors, il ne faudrait pas que ce soit seulement ça. Faisons un effort que malgré tout cela, chacun dans son secteur, si c'est un chantre, qu'il le fasse très bien pour qu'on sache qu'au-delà de tout ce qu'il y a, on sait qu'à Goma, il peut y sortir de chantres qui font très bien ce travail et que tout le monde va applaudir. Si c'est un ingénieur civil, si c'est un banquier, si c'est un comptable, si c'est un psychologue, si c'est une infirmière, si c'est un enseignant, que chacun le fasse. Parce que ce Congo, il est grand et il faut que chacun apporte quelque chose, que chacun fasse bien ce qu'il fait. Donc c'est un message pour nous tous, que chacun fasse bien ce qu'il est censé faire, que chacun fasse bien son travail, particulièrement pour les entrepreneurs qui ont beaucoup trop de défis, que ces défis ne puissent pas un prétexte pour nous de baisser les bras. Je sais que c'est difficile, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas réunies, il y a des défis qui renaissent du jour au lendemain, que malgré tout cela, que nous puissions nous dire que malgré tous ces défis, même si ça va faire encore beaucoup plus mal, mais qu'on se dise qu'on a toujours ces devoirs, qu'on se donne toujours ces challenges de dire qu'on donne une belle image de Goma. Et enfin, je dis grand merci à vous, Monsieur Jerry, pour l'invitation. Merci à toute la team NNP. Je vois la team, elle est grande avec nous, celle qui vous assiste. Ça sera à vous peut-être de les citer, je ne sais pas.
Mais grand merci à eux aussi pour l'assistance, pour être avec nous durant ces moments des partages. J'ai beaucoup aussi appris de vous. Et j'espère que ce n'est qu'un début d'une aventure et qu'il y a un très grand et un très bel avenir là devant nous. Merci beaucoup, Victoire, surtout pour votre temps. Je crois que c'est pour ça que nous vivons, c'est pour ça que nous existons en tant que NNP. Notre émission, c'est de se rassurer que le Congo, la ville de Goma, l'Afrique est racontée d'une manière exceptionnelle. Et nous croyons à la force de marques congolaises, mais aussi de marques gomatraciennes pour changer la narrative autour de ces régions. Parce que nous croyons fermement que les secteurs privés peuvent apporter beaucoup de changements dans le Congo, Yes. au Congo. Ce n'est pas les ONG, ce sont des entrepreneurs congolais qui vont apporter, je pourrais dire, 80% des solutions au Congo. Et nous, c'est mettre ces personnes-là sur le projecteur pour qu'on arrive à voir au moins ce qui se passe, mais aussi pour que ceux qui traînent les pas, qui sachent que malgré les défis, tout est possible. Tout est possible et ensemble, on peut arriver à faire de grandes choses. La richesse du Congo, c'est nous. C'est pas l'or, c'est pas les diamants, c'est pas le... ça, ce n'est que des ressources que Dieu nous a données, mais nous sommes la première richesse du Congo. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces NNP podcasts. N'hésitez pas à partager avec n'importe quelle personne que vous pensez être nécessairement ou pensez nécessairement doit suivre cette édition. Aimez nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Allez sur la page de Victoire ou de Barouvi pour voir le travail, les témoignages des gens sur le travail qu'il fait avec toutes ces personnes. Et vous allez vraiment être surpris de voir ces beaux produits qu'il ne cesse de créer pour tout le monde et apporter cette joie dans la communauté. Voilà, on se retrouve pour une autre édition. Surtout, rassurez-vous que vous avez aimé les pages pour ne pas rater d'autres histoires incroyables autour de l'entrepreneuriat, de la philosophie, du sport et toutes les bonnes histoires dans la région. Merci beaucoup et à la prochaine.